Bien, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue à la plateforme de la création architecturale. Alors, les débats des duos, c'est devenu maintenant, on presque dire, un standard, en tout cas un format, ça c'est sûr. On s'était quitté avec Péristoral et Bourbous Grain d'Orge. On se retrouve ce soir avec Baukunst et Jean. On dit bien Jean et pas Jans. J'ai appris à le dire, moi aussi, parce que c'est vrai, on s'interroge beaucoup sur leur nom. Baukunst aussi, belge, pourquoi un nom allemand, Baukunst, tout ça. Bon, bref, tout ça, j'imagine, les fils vont être tirés ce soir par Olivier Namias, que je remercie encore. C'est lui le patron ce soir, c'est lui qui va animer ces débats et justement mettre en discussion ces deux équipes qui je rappelle, le principe, c'est de prendre des équipes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Évidemment, elles se connaissent parce qu'elles regardent à travers les revues, les différents sites, tous les travaux, puis aussi les écrits, car on a affaire à des gens qui enseignent aussi, et ça, c'est très, très important. Le PFL d'un côté, l'école de Nancy de l'autre, et je salue Barbara qui est là aussi, qui enseigne à Nancy. Voilà, ça, c'est très, très important aussi qu'il y ait toujours cette transmission auquel nous tenons, que des gens engagés dans la maîtrise d'œuvre, mais aussi dans cette transmission et donc dans la théorisation, Voilà, je ne sais pas si Olivier, parce qu'il ne m'a pas dit ce qu'il allait dire, et c'est très bien comme ça, mais en tout cas, ces questions-là, je voulais donner ces profils-là de ces architectes qui travaillent justement dans une sorte d'architecture du quotidien, beaucoup. C'est ça qui est intéressant. Les bâtiments que vous réalisez tous les deux, de part et d'autre, c'est souvent dans des situations, j'allais dire, eux, ils aiment bien le mot périphérique, ils aiment bien se déclarer comme des périphériques. Lui, il est beaucoup plus au cœur des villes, souvent, mais pas seulement. Voilà, j'en ai presque trop dit. Olivier, c'est à toi. Bonsoir à tous. Nous sommes contents que des gens soient là ce soir, et aussi Baukunst. Donc, bienvenue à cette nouvelle soirée des duos. Donc, comme l'a dit Francis, une rencontre entre l'agence nancéenne Jean et l'agence bruxelloise Baukunst. Le principe des duos, c'est de faire rencontrer deux singularités, deux façons de faire l'architecture dans nos frontières et au-delà, et puis de les confronter, enfin en tout cas de les faire dialoguer. Alors nos deux agences invitées représentent une nouvelle fois deux façons de penser l'architecture et de prendre position par rapport à notre monde, à notre société, que ce soit de façon volontaire, affirmée ou discrète et détournée. Donc en premier lieu, on a Jean. Donc c'est une structure molle au contour non défini, à l'évolution incertaine. Donc c'est comme ça que vous étiez défini en 2016 dans un article d'EDA écrit par Karine Dana. Donc l'agence qui est Place des Vosges, mais à Nancy, c'est d'abord un collectif qui a été formé autour de Mathias Roustan, Guillaume Ecli, Barbara Fischer, avec Sylvain Parent, Jean-Baptiste Friot, qui ne sont plus dans l'aventure, et en 2005. Vous avez fondé l'agence Jans en 2009 à l'occasion du concours Réapuca, et la structure s'appelait alors Jean Nouvel. Je ne sais pas pourquoi ce nom. En 2012, vous êtes lauréat des NAJA. Vous prenez le nom de Jean, sans doute parce que le nom de Jean Nouvel devait déjà être pris, vous en êtes aperçu. Vous revendiquez d'intervenir dans les champs les plus divers, commandes publiques ou privées, institutions culturelles, maisons autoconstruites, hangars agricoles ou logements collectifs. Vous dites également explorer l'économie du projet sous des formes non moins diverses, conceptuelles, esthétiques, budgétaires ou énergétiques. Et vous autorisez également des incartades dans d'autres univers, l'art, l'enseignement, la scénographie, l'édition, pourvu qu'ils partagent un même et unique matériau, le réel. Dans vos réalisations, on peut citer un chai maison d'hôte à Ancy-Dorneau, un funérarium à Dame-Lévière et un autre à Thionville, c'est la seule ville que j'avais déjà entendu le nom, un hangar à Pulnoy, et pour l'instant, et des projets de taille plutôt modeste pour l'instant, sauf s'il y a eu des changements depuis. Donc, Adrien Verschure, après des études en architecture à l'Institut supérieur d'architecture de Saint-Luc à Tournai, en Belgique. Donc vous diplômez à l'École polytechnique fédérale de Lausanne avec Elias Angelis en 1999. Vous avez officié en tant qu'architecte de projet avec l'Office for Metropolitan Architecture, OMA, à Rotterdam, puis jusqu'en 2001, et après chez Herzog et de Meuron à Bâle entre 2000 et 2003. En 2008, vous créez Baukunst à Bruxelles, et en 2017, son antenne suisse à Lausanne, c'est toujours d'actualité, oui.
Donc le nom de l'agence sur lequel s'interrogeait Francis résume son programme de recherche d'une synthèse entre capacité à construire, Bau, et à concevoir, Kunst. Vous envisagez dans ce sens l'architecture dans son aptitude à construire une pensée au même titre qu'une pensée de la construction. Donc vos projets et recherches ont été distingués de nombreuses fois, dont au Mies van der Rohe Award, et puis vous êtes professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, toujours, invité. Et vous intervenez en tant que critique ou conférencier au sein de plein d'institutions qu'on ne va pas citer, sauf la Cité de l'Architecture, puisque vous y êtes intervenu en décembre 2017, et on trouve la vidéo sur le site. Donc vous avez réalisé ces dernières années une résidence étudiant avec un parking réversible à Palaiseau, avec Brutter. Et toujours avec Brutter, vous avez 2 projets en cours, Frame, la maison des médias à Bruxelles, et le bâtiment des sciences pour la vie sur le campus de l'EPFL à Lausanne. Et donc, non loin d'ici, vous avez été désigné lauréat du dialogue compétitif portant sur la réhabilitation de 20 000 m² d'espace souterrain à la Défense. Ça, c'est quelque chose. Donc, le réel, c'est sans doute un point commun entre vos 2 agences. Avec Jean et Bau Kunst, donc c'est plutôt des démarches de la discrétion, des démarches dont on dirait qu'elles cherchent à louvoyer à travers les écueils qui guettent les architectes dans leur périple. On pourrait par exemple citer le piège de la posture qui guette toutes les démarches engagées, le piège de la modestie qui finit par devenir finalement une posture immodeste, le piège du localisme qui pourrait tourner au populisme, le piège de la communication qui peut vider les formes de leur substance pour en faire des signes publicitaires, le piège du cynisme aussi qui pourrait guider les architectes qui s'intéresseraient de près à une culture populaire, l'élitisme aussi que vous évitez pour déployer quand vous travaillez sur des dispositifs ou des formes qui ressemblent à celles d'Arte Povera. Donc c'est toutes ces stratégies d'évitement, à chaque fois vous n'arrivez à tomber dans aucun piège, et c'est un peu l'esprit des choses quand on voit le dépouillement des réalisations de vos agences. Alors Jean m'a un peu aiguillé sur vos démarches, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, Adrien, c'est qu'en fait vous utilisez une citation d'Herman Melville, de Bartleby, une histoire de Wall Street. Je ne préférais ne pas. I'd rather not to. C'est une citation que vous avez dans laquelle peut-être vous avez dit qui symbolisait un peu votre démarche. Et en fait, ça semble au départ une doctrine de l'inaction, mais que certains philosophes ou philosophes de la politique décrivent comme une stratégie de l'anti-pouvoir, une stratégie de la fuite. Fuir, mais en fuyant, chercher une arme, comme aurait dit Deleuze. La fuite s'impose non plus comme une simple défection, mais comme une nouvelle stratégie de lutte. C'est une stratégie de l'esquive pour arriver à faire des choses et éviter des pièges. Donc une nouvelle fois, on retrouve la figure un peu de l'architecte résistant. Vous nous direz si vous vous reconnaissez dans cette figure ou si vous trouvez que ce n'est pas le sujet. Sinon, à quoi il faudrait résister? Est-ce qu'il faut employer des ruses? Et qu'est-ce que ça peut apprendre aux architectes à la pratique de demain, et pourquoi il est nécessaire de ruser? Alors, nous allons organiser la rencontre en 3 temps autour de 3 thématiques pendant environ une vingtaine de minutes, et après, on laissera un temps de questions et d'échanges déjà entre vous, puis avec le public. Donc, ma télécommande. La première partie, donc c'est appelé c'est situation. Donc Guillaume Ecli, Mathias Roustan, construire hors des métropoles fait partie de l'identité de l'agence. Vous construisez dans ces villages oubliés de l'Est de la France que peut-être même Jean-Pierre Pernaut ne connaissait pas, comme disait un chanteur. Vous utilisiez le mot rusticité pour qualifier ces territoires. Adrien Verschure, vous intervenez dans des aires métropolitaines plus centrales et aussi plus internationales dans différents pays, mais vous parliez quand même de territoires qui sont frappés de fragilité en fait, pour les sites dans lesquels vous êtes amené à intervenir. Plutôt que de parler de contexte, on pourrait utiliser la notion voisine de situation et faire en quelque sorte un peu l'état des lieux
où vous intervenez, l'état du bâti, des forces en présence et de la demande en architecture. Qui veut faire de l'architecture dans ces territoires? Est-ce qu'on l'attend? Est-ce qu'il y a, comme on dit, un désir d'architecture? Comment peut-on comprendre une situation, la bousculer et la faire évoluer? Toujours. Donc voilà les deux. On illustre avec quelques projets et quelques images que m'ont envoyé les architectes. Donc, qui veut commencer à parler de la situation dans laquelle vous intervenez? Oui, pourquoi pas. Tu as parlé effectivement de situation périphérique et de désir d'architecture. Je pense que quelque chose qui caractérise notre travail, c'est assez souvent une absence de désir d'architecture, qui peut être considérée comme un peu dramatique ou ou comme une forme d'échec de notre profession finalement à susciter le désir de ce qu'elle peut produire. Nous, en fait, je crois qu'on le regarde plutôt un peu par nécessité dans un premier temps, mais finalement comme quelque chose d'assez positif. On le regarde un peu comme l'impératif de ne pas faire d'architecture pour les architectes, pour les seuls architectes en tout cas, parce que les clients, les commanditaires, les maîtres d'ouvrage avec lesquels on travaille, un petit village pour une boulangerie, un domaine viticole en Moselle, une petite commune, un investisseur privé pour un data center ou un investisseur d'un magasin de pompes funèbres. Tous ces gens ont besoin d'un architecte pour élaborer un permis de construire de manière strictement légale, et ils ont besoin d'être assistés dans leur démarche d'investissement. Mais c'est très très loin d'être des mécènes qui ont envie d'une œuvre. Et le mot de maître d'œuvre à cet égard est finalement assez arbitraire. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que c'est précisément l'épreuve du réel. On ne pourra pas les embobiner avec le miroir aux alouettes d'une œuvre justement qui se légitimerait elle-même. Et il va falloir les convaincre sur leur terrain, sur le terrain de leur nécessité fonctionnelle, mais d'une manière plus générale sur le terrain de leur champ culturel en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils y croient en fait. Lors d'un entretien, on nous avait demandé comment vous faites pour convaincre vos clients de faire des choses qui finalement sont relativement radicales. Et ben, on essaie de parler leur langue et d'aller sur leur terrain pour finalement que cette dimension culturelle qui, elle, est partageable, prenne le pas sur une dimension architecturale qui peut être un peu ésotérique et finalement absconce ou étanche à la possibilité d'un échange entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Et par exemple, parler leur langue, ce serait dire quoi? Qu'est-ce qu'ils aiment entendre? Eh bien, par exemple, pour un projet qui n'apparaît pas ici, le funérarium à Thionville, qui est construit dans une zone d'activité commerciale, lui dire qu'il y a un petit problème d'inscription de son programme rituel, le rituel de la mort, dans la zone commerciale. Cette personne qui est un investisseur donc qui sait mener sa barque, il a évidemment l'intelligence de comprendre qu'il y a un problème cruel d'adéquation entre le lieu dans lequel il va travailler et le service qu'il vend à ses clients. Et donc, quand on propose un dispositif de cours intérieur qui est parfaitement invisible de l'extérieur et donc parfaitement non marketing, mais qui permet de s'abstraire de la zone commerciale pour rentrer dans la pièce où on va voir son défunt, il entend parfaitement que l'architecture peut résoudre ce hiatus cruel entre son site et son programme. Et donc il accepte, parce qu'il a compris que notre proposition résolvait un problème, il accepte de dépenser une part assez conséquente de son budget, qui n'est par ailleurs pas du tout utilitaire. C'est même pas des mètres carrés habitables.
on pourrait dire qu'il accepte de faire une œuvre d'architecture, c'est le contraire. Il comprend que cette pièce architecturale est au service de son business. Et c'est ça, parler finalement sa langue, ou aller sur son terrain. Mais comment il est arrivé jusqu'à vous, en fait Un hasard improbable. Il connaît un maçon avec lequel on a travaillé, il a besoin d'un architecte. Donc il n'y a absolument aucune accointance esthétique. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Voilà, c'est le fait biographique. Et je crois que l'idée de parler leur langue, c'est un rapport direct avec la question de la situation. C'est de quelle façon on prend en compte la situation, qui est évidemment un contexte physique, mais qui est un contexte culturel, un contexte social, politique. Et dans ce qu'on considère comme être la situation, qui est le point de départ du travail du projet, il y a à peu près autant le client que l'usager, que le contexte physique. Et si on essaye de comprendre qui il est, où on est, qu'est-ce qu'on a à faire pour répondre à la question qu'il nous pose, et de lui dire, entre guillemets, la vérité quant à ce qu'on lui propose, et qu'on essaye de trouver un moyen de rendre cette vérité lisible, qu'elle est directement prise avec son réel, alors on manipule des formes de langage qui peuvent être partagées. Et comme on cherche à trouver dans nos réponses architecturales une forme de pertinence culturelle liée à la situation dont on parle, je crois que ce que disait Guillaume, qui est parler leur langage, c'est comprendre où on est, qui ils sont, indépendamment de tout discours architectural, qui est le seul moyen que le maître d'ouvrage, qui est le seul qui peut permettre le fait de faire le projet, rentre dans le même jeu que nous et permette l'aventure du projet. Ça veut dire qu'on lui dit de manière directe ce qu'il nous a dit être sa question. Aussi simplement et naïvement que ça, pour qu'on joue au même jeu. Et la question de la lisibilité de ce qu'on raconte à notre maître d'ouvrage, c'est en amont comment on a pris en main la situation qui nous était donnée, et la question, le programme est aussi important que le contexte, qui est aussi important que le client, qui est aussi important que son budget. C'est une façon de régler un discours par rapport à une situation pour qu'on joue à la même chose et qu'il enfile nos chaussures pour que le projet avance. Le fait est que la sincérité est un outil rhétorique assez efficace. Il est plus facile de dire la vérité que de mentir. Et il est plus facile de convaincre quelqu'un en lui disant la vérité qu'en inventant des histoires parallèles. Donc cette infiltration culturelle, c'est à la fois une sorte de ruse pour qu'on puisse faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire de l'architecture, mais aussi pour qu'il en soit satisfait. En fait, c'est une ruse, pas aux dépens de la personne à laquelle on l'applique, mais à son bénéfice. Vous ne faites pas les choses sur son dos, quoi. Vous ne servez pas du client pour faire l'architecture que vous avez envie de faire. Non, parce que s'il se rendait compte à un moment que cette cour intérieure qui coûte, je ne sais plus, 100 ou 150 000 euros, finalement il n'en veut pas, le projet s'effondre. Donc on ne peut pas le prendre complètement pour un débile et essayer de lui glisser un cinquième ou un sixième de son budget en loose. C'est complètement impossible. Et donc il vaut mieux dire la vérité. Et la première réunion où les présidents de ça, on transpire un peu, parce que s'il ne comprend pas ça et qu'il le refuse, il n'y a plus de projet. Il y a une grosse boîte dans une ZAC, c'est-à-dire une absence totale d'architecture. Mais alors peut-être on a eu de la chance, mais en tout cas ça a fonctionné. Et je pourrais donner d'autres exemples de ce principe. En abordant frontalement le centre du problème, comme on le définit, comme on pense que c'est le sujet à traiter, alors on a le plus de chances possible d'arriver à un accord, et puis ensuite de gagner la confiance de ce maître d'ouvrage et de déviler, de tirer sur le fil dans la suite des études. Ce qui est l'attitude inverse de l'écueil du cynisme dont vous parliez au départ. Mais alors dans ces contextes-là, comment vous faites connaître? C'est très diffus, il y a très peu une demande d'architecture mineure, il y a beaucoup de besoins de construction. Vous identifiez comment vos projets?
Ça paraît quand même compliqué. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de... Bah, ça, c'est difficile de répondre. C'est les hasards de rencontres, c'est voilà, un peu d'opiniâtreté. Quand on a commencé notre agence, on utilisait souvent cette phrase: tirer sur tout ce qui bouge. N'importe quelle occasion peut être transformée. Et donc c'est probablement aussi ce qui explique une échelle de projet relativement modeste, parce que chaque marche est assez haute à gravir, mais ça, c'est bon, il y a différents profils de gens. Peut-être il y a des gens qui font leurs armes chez des gens reconnus et qui intègrent la commande tout de suite assez haut. Nous, on a vraiment commencé avec des extensions de 40 mètres carrés. Heureusement qu'on ne montre plus, mais voilà, 40, 60, 100, et puis c'est une progression très, on va dire, progressive et modeste. Mais comme ça fait un petit peu misérable. Ce qui m'a l'air beaucoup plus positif là-dedans, c'est comment on a appris finalement à convaincre ces gens. Et cette idée de la sincérité, elle ne nous est pas venue tout de suite. Elle nous est venue de projet en projet, à force de se rendre compte que... alors des fois on entend comme ça: il ne faut surtout pas parler d'architecture à son client, parce que c'est là qu'il va taper. Ou bien il ne faut pas parler d'une architecture qui ne l'intéresse pas. Et puis on peut lui parler d'une architecture qui l'intéresse. Et là, ça devient autre chose que l'architecture, ça devient un fait culturel. Il ne s'agit pas d'éluder, on y reviendra, je pense, le fait que cette architecture soit belle, fonctionnelle, performante, etc. Mais elle commence sur les prémices de ce qu'est ce client. Le client, c'est le terroir du projet, en fait. Et c'est vraiment des villages, beaucoup vos endroits d'intervention, il y a une typologie un peu de ces endroits. Parfois, c'est des villages très, très ruraux, très, très traditionnels, parfois beaucoup moins. Parfois, c'est la vraie campagne bucolique, et puis parfois, c'est la zone d'activité hostile, générique, laide, commerciale, comme partout en France et dans le monde. Donc, je résiste toujours un peu à cette définition bucolique de la province. Il n'y a pas d'un côté la grande ville métropolitaine et de l'autre la verte campagne. Ça s'est arrêté probablement au XVIIe siècle, cette affaire. Donc depuis, il y a des morceaux de ville à la campagne, des morceaux de verre à la ville. Il y a des situations très, très fragmentaires. Et c'est précisément l'enjeu d'identifier les courants, oui, j'allais parler de courants telluriques ou de failles qui agissent ce territoire pour y trouver une place pertinente. Vous voulez rajouter quelque chose, Mathias? Donc, vous, Adrien, vous n'avez pas construit vous avez construit dans ces territoires, ou c'est plutôt la proximité plus immédiate des métropoles dans lesquelles vous intervenez? Là, on a repris quelques photos aériennes qui montrent ce qui nous intéressait dans ces images, c'est montrer un petit peu la texture dans laquelle on travaille. Alors de nouveau, on n'a pas vraiment de sujet ou de site de prédilection, mais c'est sûr que ce qui nous intéresse, c'est pouvoir travailler avec. Donc ces couches en fait de villes qu'on voit là juxtaposées nous intéressent beaucoup, puisque évidemment en tant qu'architecte on est amené à transformer les choses, même si on construit à neuf, on transforme toujours d'une certaine façon. On opère une transformation, et ce qui nous intéresse finalement dans les situations qu'on montre là, c'est la capacité d'une architecture à transformer les statuts d'un espace. On le vit tous, hein, je pense qu'on ne rentre pas de la même façon dans une église ou dans un musée ou que sais-je. Donc on sait qu'en fait derrière l'architecture, qu'elle soit petite, grande, peu importe, il y a une série de valeurs. Et ce qui nous intéresse par rapport à la situation, c'est comment est-ce qu'une architecture, quelle qu'elle soit, est amenée à cette capacité à transformer le statut d'un lieu. Et donc la relation qu'on essaye de mettre en place,
passe souvent par la question de l'espace public ou par la question du paysage, pris au sens plus large. Donc comment est-ce qu'une architecture peut s'adresser évidemment à une échelle plus grande que strictement la sienne, et comment est-ce qu'à travers je dirais, le langage qu'elle met en place, les différents choix architecturaux qu'on met en place, elle a cette capacité à transformer les lieux. Donc on est souvent amené, là dans les exemples qu'on voit, à travailler sur des lieux qui sont certes assez constitués, parce qu'ils sont relativement denses, il y a des épaisseurs et des choses comme ça. Et comment est-ce que finalement on réutilise ces différentes strates que compose un lieu pour le donner, le transformer vers d'autres usages, vers d'autres destinées. Vous parliez de fragilité et aussi de l'architecture, un peu que vous pensez architecture comme une infrastructure. Vous pouvez revenir sur ces notions? Mais, oui, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est pas simplement de penser l'architecture hors sol, mais c'est de pouvoir aussi penser l'architecture dans son inscription, je dirais, physique. Donc le thème infrastructurel nous intéresse beaucoup, de savoir à la fois comment est-ce qu'on inscrit physiquement un bâtiment dans un lieu, donc la relation de nouveau au sol, des choses comme ça, très 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 simples, mais aussi comment est-ce qu'on peut engager la question de l'infrastructure donc à une toute autre échelle, comme on le fait par exemple à la Défense, non plus comme un objet purement infrastructurel, mais comme aussi un potentiel d'espace collectif, d'espace habitable. Et voilà, on est amené à travailler dans ces champs-là, parce que certes il y a un intérêt, mais aussi parce qu'il y a une demande. On se rend tous compte que les villes sont amenées à se transformer, et que la question de l'infrastructure sera certes, est une question active en fait. Et c'est une demande d'architecture, que les gens qui viennent vers vous sont beaucoup plus informés, ou finalement comment vous arrivez à aller au-delà un peu aussi de leurs attentes, et est-ce qu'il faut aussi être sincère avec eux, est-ce qu'il faut ruser aussi pour employer la ruse pour arriver à faire passer certaines choses qu'ils ne voudraient pas, qu'ils ne pensaient pas faire peut-être au départ? Je ne sais pas s'il y a une stratégie par rapport à ça, mais en fait l'origine du bureau, elle vient de la commande publique. Donc 100% des projets qu'on fait viennent de la commande publique. Et donc on a peut-être une approche un peu plus désincarnée par rapport à ce dont vous parliez, la relation aux clients, etc., qu'à travers la commande publique, on l'a sans doute un peu moins, parce qu'on a cet espace intermédiaire, hein, quand un maître d'ouvrage public construit pas pour lui-même directement. Et je dirais que cet espace de liberté que l'un et l'autre peut se donner dans le dialogue qui fait naître, émerger le projet, nous intéresse beaucoup en fait. Et oui, je reviens sur parce que ça m'intrigue cette question, la fragilité dans les contextes. Vous l'identifiez dans quoi en fait, dans les mauvais rapports des objets entre eux, enfin le manque de cohésion de l'environnement urbain, elle est où? Alors je ne sais pas s'il y a une règle, mais c'est souvent des lieux qui ne sont pas destinés à être habités en tant que tels. Et donc de nouveau, comment est-ce qu'on peut penser l'architecture comme un dispositif qui permettrait de transformer des lieux qui n'ont a priori ni la position, ni la densité, ni que sais-je, l'échelle, ni les rapports adaptés finalement à ce qu'on puisse la vivre. Et comment est-ce qu'une architecture peut amener en fait cette question-là? Et ça passe beaucoup par en fait un mot que moi j'aime beaucoup, c'est la question de l'intensité en fait. Comment est-ce que même une petite chose peut créer de l'intensité, et à partir du moment où elle crée de l'intensité dans un lieu, elle a cette capacité de transformer assez fondamentalement le statut, et puis je dirais que le reste normalement suit, c'est-à-dire les aménagements peuvent suivre, la vie peut reprendre. Et pour en finir un peu sur cette question de maîtrise d'ouvrage, vous m'aviez dit que vos concurrents, Jean, c'était aussi le maçon, la personne le cousin qu'elle allait chez le roi Merlin, je ne sais plus comment. Oui, effectivement, même nos maîtrises d'ouvrage publiques sont assez proches des maîtrises d'ouvrage privées, parce que c'est des petites communes ou c'est des
Donc c'est des gens qui sont assez proches de leur projet, ce qui est une bonne chose en soi, évidemment. Et on se rend compte que évidemment, comme il n'y a pas ce désir d'architecture, comme il n'y a pas forcément une confiance aveugle dans le fait que l'architecte soit sachant et sera à même de proposer des solutions efficaces, a priori en tout cas, on doit parfois lutter contre quelque chose d'assez pop, quelque chose de... Quand je parle du beau-frère qui travaille chez Leroy Merlin, c'est parce qu'à un moment, notre projet va passer à la moulinette des connaissances de notre client. Et donc tout ce qui est arbitraire, tout ce que notre client n'aura pas bien compris, n'aura pas d'écho quand lui... Alors c'est un peu anecdotique tout ça, mais ça me fait revenir sur le fait que cette sincérité est le gage d'une possibilité d'échange. Le beau-frère qui travaille chez Leroy Merlin, il ne faut pas qu'il puisse entrer dans le projet et qu'il puisse finalement détruire ce qu'on essaye de construire. Donc pour ça, il faut que ce qu'on propose, ce qu'on essaye de mettre en place, soit très solide, soit très évident, soit de l'ordre du bon sens. Alors, des fois c'est la campagne, on dit bon sens paysan, c'est l'expression consacrée. Et puis des fois c'est la ZAC, et il faut trouver un autre bon sens qui n'est pas paysan, mais qui relève de la même méthodologie en fait. Par exemple, pour le data center, deuxième image en partant du bas, on propose aux clients de faire un bunker pour mettre à l'abri les données, parce que son métier c'est de vendre le fait de mettre à l'abri des données. C'est pas très compliqué de le convaincre de notre projet qui est presque invisible, furtif, entièrement en béton, très austère, invisible, parce que c'est précisément ce qu'il attend. Il ne le savait pas, on a juste réussi à lui dire que c'était précisément ce qu'il attendait. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur la façon dont on résume notre compréhension de la situation, la nécessité de lisibilité pour que le projet ne soit pas abîmé par un coup de sabre au mauvais endroit qu'il ne pourra pas mettre s'il est d'accord avec la réponse qu'on propose. Pour qu'il soit d'accord, il faut qu'il l'ait comprise, et donc il faut qu'elle soit parfaitement lisible et qu'elle soit culturellement partagée entre lui, nous. Vous allez dans un petit conseil municipal de commune, il faut que tout le conseil municipal ait compris ce que vous aviez dit pour que personne ne tire au mauvais endroit pour une question économique, une question de goût, une question de forme, et ne retire pas l'argument global du projet. La plupart de nos projets tiennent à des arguments assez simples, qu'on donne très vite dans notre relation à la maîtrise d'ouvrage. Il faut qu'il soit en capacité de ne pas tuer l'argument dans l'œuf par une question de enlever un petit morceau, ce qu'il considérerait comme un petit morceau, qui ferait s'écrouler l'argument général. Donc il faut qu'ils aient intégré l'argument général. C'est pour ça que le commanditaire fait partie du contexte, en fait, de manière presque plus importante que le contexte géographique ou physique. On pourrait avoir des réponses d'une extrême finesse par rapport au contexte physique si on ratait le contexte psychologique ou culturel du client. Nos propositions n'auraient aucune chance d'advenir, en fait. Vous pouvez donner un exemple alors, pour le data center qui est un bunker pour des données, mais l'autre exemple de l'idée simple de la façon dont on présente un projet à un conseil municipal ou... Un funérarium dans un cimetière, on propose de faire une tombe supplémentaire dans le cimetière. Le bâtiment est semi-enterré, et quand on est dans le cimetière, il y a une tombe qui est un peu plus grande que les autres. Elle est donc de fait invisible. Personne n'a jamais remis en question le fait que le bâtiment soit semi-enterré. Ou bien une boulangerie dans un village. On propose de faire une colonnade en bois comme une halle du Moyen-Âge, et de dire et on propose au maître d'ouvrage que cette structure en bois dispensera le futur boulanger de mettre des fausses poutres, parce qu'on en a mis plein des vraies. Alors ça le fait un petit peu rire, mais il comprend parfaitement, et puis il voit même d'un coup sur nos images qu'il y a des chapiteaux, et d'un coup il rentre dans un discours spécifiquement architectonique. Ah oui, le chapiteau, ça fait la différence, parce qu'on l'a amené à regarder la structure comme étant un gage d'authenticité,
l'authenticité de la boulangerie, l'authenticité de son village. C'est un petit peu de la manipulation, mais c'est aussi parfaitement sincère. Le maître d'ouvrage veut, dans son village traditionnel, une boulangerie traditionnelle et donc un bâtiment traditionnel. Alors on peut lui faire ça, et on peut lui faire ça avec une grille de poteaux parfaitement isotropique d'une extrême radicalité. Il n'y a pas de contradiction entre des intentions architecturales, on va dire, plutôt savantes et plutôt contemporaines, et puis le milieu culturel dans lequel cette trame est censée agir. Vous-même, Adrien, vous êtes aussi, de toute façon, les projets sont remis en cause tout le temps. Donc comment vous arrivez à défendre une idée, à faire tenir vous risquez aussi, vous, les coups de sabre qui vous déferont le projet. Donc quelles sont les méthodes de défense? C'est compliqué parce que ça dépend évidemment d'un projet à l'autre, d'un maître d'ouvrage à l'autre, mais je pense qu'il y a une chose qui nous intéresse aussi, c'est qu'on parlait de l'infrastructure, mais cette capacité aussi qu'a la structure d'un bâtiment c'est ce que vous disiez hein, aussi c'est qu'en fait une structure d'un bâtiment, c'est un petit peu comme son ossature primaire. Généralement, c'est un outil qui est assez intéressant parce que ça permet pour l'architecte de créer une série de hiérarchies, d'organiser en fait l'espace, d'organiser les choses et de façon assez simple de pouvoir l'expliquer à un maître d'ouvrage et en même temps d'engager un niveau performantiel, je dirais, puisqu'en fait une structure elle véhicule cette question-là de dimensionnement, de charge, de choses extrêmement pragmatiques, de gravité. Et je dirais que c'est peut-être pas innocent que cette question-là, elle est souvent à l'œuvre dans les projets qu'on essaie de faire, parce que peut-être que c'est aussi un espace intéressant de dialogue avec un maître d'ouvrage, mais qui est purement à la fois abstrait, parce que de nouveau, il permet d'organiser les choses de façon assez simple, en tout cas d'en parler de façon assez simple, et de l'autre côté de façon extrêmement concrète, puisqu'en fait derrière on sait qu'il y a une économie, il y a des responsabilités, il y a des performances, des choses comme ça. Donc on en vient assez naturellement à la question d'après, qui est l'archétype. C'est une chose qui me paraît un point commun dans vos travaux, cette notion d'archétype. Donc là, je me suis aussi continué à m'appuyer sur les ressources de la Cité, puisqu'il y a pratiquement 15 ans, il y a eu le 15 juin 2018, la Cité de l'Architecture consacrait son colloque annuel sur le thème d'architecture et philosophie à la question de l'archaïque et de ses possibles. Donc vous pouvez trouver la captation sur la Cité. Et elle posait aussi à l'occasion la question de l'archétype, donc c'est un modèle primitif idéal. Alors l'archétype et l'archaïsme, ça relève de pratiques d'initialité, de commencement, qui peut être souvent dans les pratiques qu'on peut voir de refondation de l'architecture, qui sont quand même assez régulières dans l'histoire de l'architecture, et des pratiques qui croient plus dans le geste, en fait, qui peuvent faire un geste d'assemblage archaïque que dans le résultat. Donc ça apparaît en ce moment dans un moment de refondation, dans un contexte économique dévasté qui oblige à revoir une nécessité primitive. C'est une des choses qui ressortait du colloque. Et vous êtes dans des choses quand même plus élaborées, c'est pas des choses bricolées dont on se moque de la forme qu'elles vont pouvoir avoir, c'est des choses finies, habitables. Mais l'idée de développer des systèmes simples aussi, de partir de choses un peu, pas iconiques, mais identifiables, ça paraît aussi une réaction à la complexité du bâtiment. Ça paraît, c'est un parti pris aussi qui semble privilégier la question architecturale, en fait, la nature architecturale des éléments plutôt que de leur qualité constructive. Alors je m'explique un peu, parce que c'est peut-être un peu abscon. C'est-à-dire, par exemple, on prend une colonne plutôt que de faire une colonne, donc c'est un élément, plutôt que des éléments préfabriqués qui s'assemblent et qui forment un système eux-mêmes, mais qui est un système constructif, pas un système architectural. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, je vois vous êtes un peu sceptique. Donc,
Donc voilà, comment vous utilisez l'archétype, comment vous l'utilisez? Est-ce que c'est une partie de votre travail? Est-ce que ça fonde un peu votre travail? Comment on peut éviter qu'il nous enferme dans des a priori, parce que c'est aussi un peu le risque de l'archétype, c'est de retomber dans un langage un peu figé et qui devient un peu sa propre fin. Et comment on peut faire que l'archétype permette des explorations variées? On avait mis quelques images de projet. Moi, je dirais que ce qui m'intéresse dans la notion d'archétype, c'est de nouveau cette dimension potentiellement culturelle, c'est-à-dire que derrière, derrière la forme, il y a toute une série, il y a des messages, il y a des, enfin voilà, et qu'à partir du moment où on formalise les choses, on formalise aussi d'une certaine façon des hiérarchies, des messages, des choses comme ça. Et donc d'un côté, c'est ce qu'évoque, il me semble, cette question d'archétype. Donc c'est pas simplement une question purement morphologique, mais c'est aussi une dimension culturelle de l'architecture. C'est que comment est-ce que l'architecture, en tant que langage, s'inscrit en fait dans un champ historique et dans un champ archétypique beaucoup plus grand. Et comment est-ce que, en fait, cette question d'archétype, elle est amenée à se transformer. Donc pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui est figé, mais c'est cette capacité qu'a une forme de se transformer pour tout à la fois évoquer, ou en tout cas faire le lien finalement avec les gens qui vont l'utiliser, et puis aussi l'histoire, voilà, le champ culturel finalement de l'architecture, et en même temps être amené à se transformer au regard des situations dont on parlait tout à l'heure. Et donc cette question d'archétype nous amène forcément à la dimension culturelle et presque historique de l'architecture. C'est comment est-ce qu'on envisage finalement de s'inscrire dans cette histoire. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on souhaite plutôt rester dans ce champ-là que d'essayer d'inventer un langage qui serait en dehors finalement de tout champ archétypique. Et oui, et puis comment est-ce qu'on peut l'amener un peu plus loin que voilà, cette notion d'archétype figé, quoi. Et les archétypes que vous utilisez, on voit un peu, il y a aussi des éléments, c'est le toit, mais aussi un peu revu par une tradition moderne, un peu, je pense un peu Amis dans votre projet de spa qui s'appelle Friner. Mais je ne sais pas si c'est une question directement de référence en tant que telle, même si évidemment on aime pouvoir travailler avec l'histoire, mais c'est surtout l'idée de se dire que l'histoire est un outil magnifique. Et pourquoi est-ce qu'on se refuserait finalement d'utiliser l'histoire en tant qu'outil dynamique? Et donc on n'est pas nécessairement lié à une époque ou à un style ou quelque chose, mais comment est-ce qu'on peut finalement utiliser l'histoire comme possibilité de dialoguer de nouveau avec un champ beaucoup plus large pour que finalement ça continue à s'inscrire dans le champ culturel tout comme ça l'a été auparavant. Je crois que c'est assez proche de ce que dit Adrien. Si on essaye de faire de l'architecture un fait culturel, alors, et je reviens à cette idée de lisibilité et de partage d'une condition du projet, je crois que dans notre pratique, on utilise l'archétype non pas comme un archétype architectural en lui, pas vraiment, même si on y revient quand on est obligé de construire, mais pas vraiment la colonne, le toit, des choses comme ça, mais plus des archétypes sociologiques ou ethnographiques, des choses qui sont partagées pour justement ramener le projet dans le champ culturel. C'est plus détaché de l'architecture pour faire évidemment de l'architecture. Mais quand on fait la cour du funérarium de Thionville, on doit faire un lieu qui fait sortir l'usager de la ZAC pour aller voir son mort. Donc un passage de la zone commerciale au rituel de la mort, de manière aconfessionnelle, parce qu'on ne peut pas privilégier une religion ou une autre. Au moment où on convoque l'arcade ou l'arc en plein cintre dans une cour très dure en béton, c'est l'arcade comme fait religieux et comme
dispositif qui emmène vers la spiritualité, pardon, dans un rectangle dont la seule sortie est le ciel. Bon, ben ça c'est archétypal, mais c'est un archétype culturellement partagé et parfaitement ethnographique. Je pense qu'il faut mettre en parallèle, derrière la notion d'archétype, il y a la référence à des modèles historiques, et donc quelque chose parfois d'assez savant, mais aussi la possibilité d'utiliser ces références savantes comme des barbares. Les gens normaux sont des barbares de l'architecture. Ils n'ont pas fait d'études, c'est un fait. Et je ne dis pas ça du tout de manière condescendante, c'est plutôt le contraire. Donc il faut réussir à ce que les modèles, les archétypes qu'on utilise fonctionnent pas comme une glose de spécialistes qui parleraient entre eux, mais comme un cliché. L'arc en plein cintre est un cliché d'architecture ancienne et religieuse. On s'est vaguement dit que dans toutes les grandes religions monothéistes, les architectures anciennes utilisaient des arcades. Ça ne pouvait pas trop rater. On n'a pas besoin d'avoir fait de l'histoire de l'architecture pour que ça fonctionne, en fait. Et pour autant, le cliché n'est pas péjoratif, en fait. Le cliché ne diminue pas le potentiel évocateur de la référence historique. Mais il y a quelque chose de, je pense, d'assez ambigu à se référer à un passé tout en envisageant son potentiel contemporain, présent, trivial dans la vie quotidienne des gens. Évidemment, les gens qui entrent dans la cour du funérarium ne sont pas là pour faire une visite touristique, à commenter des formes. Ils sont là pour faire leur deuil. Et donc il faut que l'archétype agisse de manière très directe, très, très évidente. Et je pourrais dire ça de tous les projets. On s'est amusé pour illustrer cette notion d'archétype à ne prendre des photos que d'un autre funérarium à Dame-le-Vière. En haut, c'est l'image d'une pierre tombale qui affleure à peine du sol. À droite, c'est une colonnade qui, pour ma part, me fait beaucoup penser à l'architecture de Sigurd de Verens, dont absolument personne à Dame-le-Vière n'a d'idée. Quand on fait de la serrurerie, on utilise des motifs comme ça un peu traditionnels, parce qu'on voudrait une forme de délicatesse. Le bâtiment est très austère, très, très, très dur, et donc à certains endroits, on met des motifs. Le motif comme médiateur culturel. Et donc toutes ces citations, en fait, toutes ces références qu'on utilise n'ont de sens que dans l'assemblage qu'on en fait, la continuité d'un usage. Donc en haut, c'est plutôt suédois. La colonnade elle est un peu égyptienne. On prend pas mal de liberté par rapport au modèle qu'on utilise. Et le but n'est pas de reconnaître du suédois ou de l'égyptien, mais plutôt de vivre une expérience spatiale dans le cadre de la trivialité amère de son deuil. En bas, c'est plutôt Stanley Kubrick, peut-être. Je pourrais continuer comme ça. C'est un peu pour ça qu'on a à dessein choisi un seul projet, parce que c'est pas forcément un projet, un modèle. La preuve, dans ce projet, on n'a pas tout mis, mais on a mis pas mal de choses. Et après, c'est à chaque fois un contexte particulier, une situation, un agencement particulier qui a ses urgences, qui a ses besoins. Finalement, les archétypes ne sont pas tant des briques ou des Legos qu'on assemblerait d'une manière strictement architectonique, mais plutôt des briques cognitives, des briques, Mathias disait, ethnographiques, des morceaux d'imaginaire, en fait, qui composent une scénographie plus qu'un bâtiment au sens grec, quoi, ou au sens architectonique. Et comment on fait alors pour pas tomber là dans l'écueil du signe, c'est-à-dire le côté postmoderne un peu, on transforme l'archétype en signe identifiable où les gens peuvent se dire ah oui ben voilà j'ai ma colonnade égyptienne, ça parlerait facilement, on imagine ça parlerait très facilement aux gens. Alors peut-être qu'ils trouveraient ça incongru d'avoir l'Égypte en pleine Moselle, mais
Je pense que si des gens qui venaient voir leur mort dans un funérarium se disaient « Tiens, ce chapiteau est égyptien », c'est étonnant, on aurait raté quelque chose quand même. Enfin, il faut pas non, enfin, c'est pas non plus... Là, à dessein, j'ai un petit peu forcé le trait en juxtaposant des images très opposées, mais c'est pas non plus le train fantôme, quoi. C'est quand même... tout ça est très tenu par un plan extrêmement rigoureux, un système structurel en béton préfabriqué extrêmement rigoureux, extrêmement économique et finalement très architectonique aussi. Donc il faut que ce soit fondu tout ça, il faut que ça marche comme un bâtiment, comme une expérience. Et donc je crois que c'est une question un peu de dosage. Le cynisme, ce serait de pousser le curseur tellement loin que finalement l'ambiance qu'on essaie de construire devienne plus le moyen d'une expérience, mais l'objectif d'une promenade architecturale complètement obscène en fait. Je crois que c'est une question de dosage en fait. Parce que la question c'est la pertinence de la présence que vous proposez. Si le moment où ça dérape, là Guillaume parle d'une ambiance limite science-fiction, Stanley Kubrick. Si jamais les gens qui vont cette table est la table du mort, il y a un moment ça serait indigent de déraper et de passer de l'autre côté. Et quand on parle de projets, on analyse nos projets au regard de leur pertinence culturelle. Et il faut faire très attention à ce qu'on fait et à ne pas aller de l'autre côté de la pertinence. Ce qui deviendrait une attitude cynique et qui continuerait de couper les pattes à la possibilité de l'architecture, sans vouloir. Et puis c'est pas que des images aussi. Dans ce funérarium, on passe la colonnade qui est en haut à droite, on entre dans la salle des colonnes qui est très sombre, qui est vraiment une crypte, très austère, avec une réverbération assez oppressante. Et puis ensuite, on va juste à droite dans des pièces avec des culs de four qui sont revêtus par un flocage acoustique et donc qui ont une ambiance sonore beaucoup plus mate. Et puis on est dans un béton très sombre et on arrive dans un espace très blanc, très doux, c'est peut-être un peu exagéré, mais je crois que tout ça, c'est une affaire aussi de nuances, de délicatesse et de travail finalement assez savant, caché derrière la bêtise apparente des images qu'on cite. En fait, on met toujours en avant le fait que ces images sont un peu bêtes pour être accessibles, soit des clichés. Clichés, c'est normalement plutôt péjoratif, ça n'empêche pas de faire le travail. D'ailleurs, si on travaillait avec des colonnes, des chapiteaux et des architraves, il faudrait quand même faire le travail de les assembler pour qu'elles ne tombent pas. Donc c'est la même chose en fait si on manipule des images. Comment est-ce qu'on les assemble pour qu'elles ne tombent pas et pour que ce ne soit pas le train fantôme, mais un lieu de dignité et d'un rituel fonctionnel qu'il faut servir. Alors, c'est intéressant que vous parliez des barbares parce que Benjamin Benyamin parlait à propos de l'archaïque et de l'archétype, de l'émergence de nouveaux barbares et des figures de la barbarie positive. Donc vous utilisez des images comme ça où on voit aussi que vous aventurez dans des programmes comme en bas il y a une sous-station électrique et là comment on peut utiliser des archétypes? Est-ce que vous recourez à assembler des images ou est-ce que c'est plutôt un seul élément? Comment vous travaillez sur ce thème? Il y a plusieurs choses. Là, dans la dernière image, qui nous intéresse, c'est de pouvoir réengager en fait toute une partie de programmes, on va dire, qui sont a priori pas des programmes pour des architectes, pour essayer de redonner finalement une valeur architecturale à des programmes qui n'en sont pas, a priori. Et donc cette question de l'énergie, c'est aussi une question qu'on travaille beaucoup avec les étudiants aujourd'hui, c'est se poser la question et si en fait la question de l'énergie dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais de façon très très différente, l'énergie qu'on consomme, l'énergie d'un bâtiment qui finalement engage la question du climat, du confort, etc. Et si aujourd'hui cette question énergétique ne serait pas finalement le programme de l'architecte. Et donc ça c'est aussi quelque chose
qu'on travaille à l'EPFL, c'est d'essayer de se dire, mais est-ce que l'architecture est vraiment une question d'espace ? Enfin, est-ce que finalement c'est sa vocation principale? Est-ce que c'est vraiment, évidemment, ce sera toujours une résultante, c'est de pouvoir créer de l'espace, mais est-ce que la clé d'entrée ne serait pas finalement autre? Et donc peut-être que cette question archétypique, elle nous intéresse pour ça aussi, pour revenir à votre question. C'est que derrière l'espace, il y a des valeurs. Je ne pense pas que le signe soit qu'une question postmoderne. Je pense qu'on a tous, quand on pense quand on se souvient de quelque chose, il est presque inévitablement, notre souvenir est lié à un espace. C'est qu'on a du mal à se souvenir, à imaginer des choses de façon abstraite à un espace. Et donc cette dimension finalement fondamentalement liée à notre mémoire, la mémoire des lieux, et puis la façon dont nous, en tant qu'architectes, on a la responsabilité de créer des lieux, est intimement liée finalement à cette question dont on parlait, de comment est-ce qu'on finalement on travaille dans un champ culturel et d'une certaine façon on travaille dans cette mémoire collective, enfin pour créer de la mémoire collective finalement à travers les petites ou plus grandes interventions qu'on fait. Et ça croise voilà, des choses plus importantes comme des choses à mon nez qui a priori n'ont rien à voir avec l'architecture, comme ce que vous disiez sur le data center, c'est à mon nez de redonner une dimension oui, culturelle à ces choses-là. Et alors, je voulais savoir si l'archétype aidait à construire ce que vous nous disiez, que derrière tout est soutenu par une réalisation, enfin des murs en béton, il y a des choses assez précises. Et si ça aidait, je sais pas, à dialoguer avec l'entreprise, à éviter qu'on importe, je sais pas, des solutions toutes faites qui plairaient à l'entreprise, comment ça peut aider ou pas à construire? Alors, je dirais que toutes ces manipulations visuelles, sémantiques, toutes ces références se font en amont, se font dès le tout début du projet et pas du tout dans sa phase de réalisation. Cela dit, ça n'empêche pas d'intégrer des modes constructifs au même titre que des références historiques dès le début. Dans ce funérarium, par exemple, toute la boîte, le carré principal du bâtiment est construit en béton préfabriqué. Ce n'est pas une proposition de l'entreprise. Nous, dès le début, on se dit on va faire cette boîte très austère, très monolithique, parce qu'il y a cette image de pierre tombale parmi les pierres tombales du cimetière. Et pourquoi est-ce qu'on choisit plutôt du béton préfabriqué double pot isolant? C'est à la fois des contingences thermiques et structurelles, et aussi très vite l'idée qu'on veut trouver un ordre constructif très rigoureux. Tout le bâtiment est tramé sur un pas de d'1,60 m dans tous les sens, de manière assez maniaque, assez antique, parce qu'on se dit que ça c'est une image un peu en filigrane. Les joints du béton qu'on ne voit pas sur ces photos, enfin très peu, font que ça n'est pas juste un hangar municipal pour stocker le sel de déneigement, mais qu'il y a une attention, une délicatesse dans la dureté du béton. Donc c'est pas du tout négocié avec les entreprises. Elles ont d'ailleurs plutôt souffert de ce genre d'idée, parce que faire de la marqueterie avec des éléments préfa, finalement, c'est pas forcément le plus facile. Si on les avait laissé faire, elles auraient peut-être pas respecté de manière aussi maniaque cette trame. Mais cette trame est une des images qu'on invoque, en l'occurrence plutôt moderne, même plutôt classique, on pourrait dire en fait. Je ne crois pas qu'il y ait d'opposition en fait. Je voulais rebondir là-dessus le postmodernisme invente la possibilité d'utiliser des images, mais ça n'annule pas ce qui est avant. Ça n'annule pas le modernisme et l'efficacité, pas plus que ça n'annule l'architectonique classique en fait. C'est juste des couches qui s'additionnent et de manière assez littérale, dans ce bâtiment, on a une boîte très très moderne, très très efficace, ponctuée d'ornements, de décors qui sont juste pas en néon graphique populaire comme ceux de Venturi, parce que des fois c'est une voûte en plâtre,
mais il y a voilà, une accumulation en fait, de plein de strates qui concourent à un tout finalement beaucoup plus complexe que chacune des idées un peu bêtes, un peu naïves. On a beaucoup, quand on fait des conférences dans les écoles, on a beaucoup dit ce qu'on fait, c'est avoir une idée simple, et puis après le travail, c'est de bien la faire. Quand vous demandiez en quoi ça aide à construire, en fait, si l'idée dont on parle depuis le début, qui est lisible, simple, claire et relativement fermée sur elle-même au début, l'intégralité des choix dans la durée du projet devra être mesurée, la pertinence des choix devra être mesurée au regard de comment on fait pour que cette idée tienne jusqu'à la fin. Et ça vaut jusqu'à la fin du chantier. Il faut en permanence mesurer au regard de l'argument général les différents choix. Donc c'est pas que ça aide à construire, c'est que ça aide à prendre des décisions. Mais ça c'est ce que disait Guillaume. En amont, il y a le principe général de réponse à la situation, et puis après, on tranche quant aux possibilités au regard du maintien de cette idée. Avoir une idée simple, c'est assez rapide. Bien la faire, c'est extrêmement chronophage et long. Et c'est là où est la bataille de notre métier, je dirais, c'est là où on positionne notre éthique. Et c'est là qu'on doit tenir le choc de la maîtrise d'ouvrage, son économie, le chantier, les entreprises et ainsi de suite. Alors avoir une idée simple, ça va vite et la construire après, c'est compliqué. Vous êtes d'accord avec ça? Vous partagez ce point de vue? Oui et non. Je pense qu'effectivement, il y a une labeur très très importante après dans la mise en œuvre d'une idée. Mais par contre, avoir une idée simple, ça peut prendre beaucoup de temps. Je pense que pour moi, c'est plutôt ça revient un peu à la même chose, mais c'est cette question d'évidence en fait. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'on va parler de beauté après, mais pour moi, une des beautés de ce qu'on essaye de faire, c'est que les choses sont mises en place, et à partir du moment où elles sont mises en place de façon intelligente, on va dire, il y a une forme de beauté à ce que l'idée gagne en indépendance, finalement, que l'idée devient presque autonome par rapport à la personne ou aux personnes qui ont mis en place les différents ingrédients finalement de cette idée. Donc c'est cette question d'évidence. Moi je pense qu'en tout cas, nous au bureau, ça nous prend beaucoup de temps, même si c'est des concours et c'est dans des temps restreints, de trouver les bonnes pièces, voilà, de les mettre dans le bon ordre, pour qu'à un moment donné, on parlait du commanditaire, on parlait voilà, de cette position qu'on a un petit peu à l'articulation entre différentes choses, que ces éléments s'articulent de façon la plus évidente possible. Il y a une dernière chose sur laquelle je voulais avoir votre avis, c'était en fait donc dans l'archaïque et l'archétype, il y a un récit des origines dans lesquelles, c'est ce que tu t'es dit dans ces conférences, un récit des origines dans lequel les temps du passé et du futur, de l'avant et de l'après, correspondent et déjouent l'ordre historique. Donc, en fait, on parle d'histoire, mais est-ce qu'aussi il y a une sorte d'intemporalité en fait dans les figures qui leur permettent de traverser tout le temps? Et si vous vous reconnaissez peut-être ou pas dans l'archétype, comment vous pensez le rapport au temps de votre architecture? Moi, j'aime bien imaginer la question de l'histoire comme quelque chose de non linéaire. Pour moi, l'histoire, je pense que c'est Michel Serres qui disait ça, que l'histoire, elle est topologique. Et on parlait justement, donc pour moi, l'histoire n'a pas de continuité en tant que telle, en fait. Donc peut-être que cette citation, elle répond aussi à ça. Donc j'aime assez bien, oui. Ouais, je crois qu'on en a déjà pas mal parlé, le fait qu'on pioche comme des barbares en Égypte, en Suède, dans une antiquité ou un Moyen-Âge fantasmé et très peu documenté, ou dans l'histoire de l'architecture moderne, répond un peu à cette question. Et effectivement, une approche topologique de l'histoire comme une succession de faits culturels, c'est bien pratique, en fait. C'est un sacré fourre-tout et un sacré
une sacrée boîte à outils, en fait, tout simplement. Pas que pour des images très, très identifiables ou très visuelles, aussi pour des manières de faire, pour des processus constructifs ou des méthodologies de dessin. Donc évidemment, c'est pas parce qu'on se réfère à des choses anciennes qu'on n'est pas de notre temps, et surtout que les gens qui vont utiliser ces bâtiments ne seront pas de leur temps, mais ça c'est presque tautologique. Les gens qui utilisent ce funérarium vivent maintenant, ils sont contemporains. Donc c'est un bâtiment contemporain de cette manière, quoi. Donc évidemment il y a une confusion peut-être un peu louche du point de vue strictement académique, mais enfin, d'un académisme historique, mais qui je crois est très capable quand il s'agit de faire des bâtiments, encore une fois, comme des faits culturels et pas comme des condensés d'histoire de l'architecture, quoi, ce qui serait une lecture complètement erronée de ce qu'on essaie de faire. Je pensais plus à une qualité intrinsèque de l'architecture qu'aurait de ralentir le temps, en fait, comme on dit, de dilater le temps, comme disait un peu Alberti, c'est-à-dire d'arrêter, en fait, surtout dans des périodes où on voit qu'on est dans des temps d'accélération, d'après pas mal de gens, donc c'était en fait une façon l'architecture pouvait traiter le temps présent en le dilatant pour l'enrichir. Oui, d'accord. Peut-être l'exemple le plus flagrant dans notre production récente, c'est la boulangerie d'Héricourt, où clairement on propose une structure qui n'a pas d'âge, dont on espère bien que ces usagers ne penseront pas qu'il y a eu un architecte, mais auront un mal fou, si jamais ils ont l'idée de jouer à ça, de la dater. C'est une idée qui nous est venue quand on a fait une petite maison en Alsace, qui était une maison neuve, qui reprenait la forme typologique Disneyland, Disneyland, ouais, de la maison alsacienne, par des nécessités réglementaires. On était obligé de faire exactement comme tous les voisins, et comme tous les voisins étaient d'accord depuis des siècles, ça laissait assez peu de marge de manœuvre pour construire la maison en reprenant ce toit avec une pente très forte. Sauf que c'est un loft avec un plan complètement libre, une grande baie vitrée au sud, cachée sous ce toit. Et quand on l'a fait visiter, un jour, une dame nous demande si c'est un bâtiment neuf ou si c'est une réhabilitation. Et là, on s'est dit que c'était intéressant parce que le flottement, en fait, dans la perception même de l'âge du bâtiment, annulait la question de la mode ou de la contemporanéité ou de l'actualité de notre proposition. Et je pense que c'est précisément cette question qu'on a instrumentalisée pour faire la boulangerie d'Héricourt en disant c'est une halle du Moyen-Âge, elle est là depuis toujours et pour toujours. Donc peut-être effectivement ça illustre cette idée d'une architecture du temps long. Oui, enfin. Mais si la pertinence qu'on cherche à trouver est exclusivement datée et qu'elle a un effet qui se stoppe à une période finie, alors on rate. On parlait tout à l'heure de l'idée qu'on essaye d'attraper des archétypes ethnographiques. Ceux-là sont de temps long. Et donc on espère que la présence de ce qu'on produit n'a pas d'âge ou n'a pas de date, parce que exactement comme disait Adrien, l'histoire étant topologique et la culture étant s'empilant, on espère que la pertinence de notre réponse ne s'arrêtera pas quand notre époque contemporaine sera finie. Il y a une phrase qu'on aime beaucoup de Thomas Lévidan, qui est là, qui est le peintre qui a écrit le texte de la scénographie là-bas, qui dit nous sommes plus vieux que nos anciens. Je crois que ça résume assez bien notre façon de considérer la liberté qu'on a à taper dans la culture et à récupérer des morceaux de culture. Encore faut-il les regarder et avoir la décontraction de les réutiliser. Vous voulez ajouter quelque chose, Adrien? Non. Donc on va parler
de la beauté. Je vais commencer par vous lire un petit texte sans l'intonation. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour de parler de beauté. L'époque est plutôt aux ordres de la terreur et de ses promesses. Ce sont les anathèmes qui tiennent en haleine les affaires du monde et coupent la chic au débat. Les faits sont là, alimentant quotidiennement nos craintes, nous préparant insidieusement à courber l'échine. La beauté ne s'exile pas volontairement. Son départ est conditionné par une fatigue généralisée des curiosités, invisible à force d'être ignorée, nos comportements la chassent. Et nous seuls portons la responsabilité de sa disparition. Donc c'est un petit texte de Rudy Ricciotti, L'exil de la beauté. Donc la beauté, c'est longtemps une catégorie vitruvienne, hein, la Vénustas. Donc Ricciotti affirme que ce n'est pas à l'ordre du jour d'en parler, même si on voit que le thème refait surface, notamment dans une exposition récente à l'Arsenal sur la beauté des villes. Alors, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est un peu où on est-on de la beauté aujourd'hui, comment la verriez-vous sa présence dans votre production, la radicalité quand même de vos propositions et un certain refus de la séduction qui fait de la beauté un peu consommable, instantanée. Est-ce que ça vous place du côté de la beauté convulsive qu'appelait André Breton, ou est-ce que vous positionnez un peu dans le débat qui a vu se poser les partisans d'un beau immuable classique contre un beau de la machine revendiqué par les avant-gardes? Et derrière, c'est un peu de savoir, est-ce que la beauté, ce serait la vraie forme architecturale de la durabilité, en opposition à un machinisme qui expose les bâtiments avec des appareils en vue de réaliser des performances? Il y a un journal qui s'est demandé récemment, un bâtiment doit-il être moche pour être écolo? Ça allait un peu à l'encontre de beaucoup de pensées de la philosophie qui disaient que ce qui est moche, ce qui n'est pas beau, est rarement bien. Donc, est-ce que la beauté, la radicalité, c'est une façon aussi d'échapper à une dynamique fait de l'architecture, une marchandise qui l'amoindrit? Est-ce que c'est une forme de performance et de durabilité dont, comme pour rejoindre Rudy, on ne parlerait pas assez souvent? Je vais commencer par reciter Thomas, qui, quand on a discuté du texte qu'il a écrit pour qu'il puisse écrire son texte, nous a questionné exactement de la même façon sur le sujet de la beauté. Qu'est-ce que pour vous la beauté? Et Adrien avait répondu, j'ai l'impression que la beauté pour moi c'est quelque chose de partagé. Et par exemple, on est tous d'accord pour dire que regarder un enfant jouer, c'est assez beau. Qui était une réponse assez directe sur... par rapport à la mise en danger qu'il y a quand vous nous demandez ce qu'est la beauté. Et puis, après, quand on a discuté, nous, en interne, on a l'impression qu'il y a deux façons d'aborder la question de la beauté. Il y a la beauté disciplinaire, que je crois on n'aborde jamais quand on parle de notre travail, qu'on ne discute que à l'intérieur de l'agence. Ce serait quoi la beauté disciplinaire? La précision du dessin, l'ordre, des choses comme ça. Je crois qu'on ne dit jamais c'est beau à un maître d'ouvrage parce que ça ne nous semble pas intéressant. Par contre, dans le travail à l'agence, on dit souvent ou non, ça c'est pas beau. Et du coup, le dessin est évacué parce que ça n'est pas beau. Mais ça, c'est une beauté disciplinaire qui est notre appareil de travail, qui est notre culture d'architecte. Mais ce qui nous semble intéressant, c'est la question de la présence et la question plus émotionnelle face à l'expérience de l'architecture, qu'est-ce qui se passe. Et j'ai l'impression qu'on considère que le fait que quelqu'un qui pratique un de nos bâtiments dise c'est beau ou qui dise c'est moche, dans les deux cas, la présence a fonctionné, et donc dans les deux cas, on trouve que c'est beau. L'indépendance de l'idée d'Adrien tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est ce qu'on cherche à faire, à savoir fabriquer de la présence, et que le fait culturel qu'on propose est une présence. C'est en soi la beauté qu'on essaye d'atteindre. Et ça n'est pas une beauté disciplinaire. C'est une beauté de ce que peut être l'architecture. Je pense que le débat sur le beau en tant que tel, relativement... enfin voilà, peut-être pas... relativement clos, si on se pose la question de cette façon-là.
Mais par contre, et ça ne veut pas dire du tout qu'on l'évite. Je pense que la question de la beauté, elle est centrale. Mais peut-être qu'il y a d'autres mots qui permettent de dire la même chose. Quand je parlais de la question de l'intensité, pour moi, c'est aussi, on vit dans des lieux qui ont une certaine intensité, qu'ils soient dessinés par des architectes ou pas, à travers les relations qu'on peut avoir. Donc, et la question de l'évidence, elle est aussi liée pour moi à la beauté. C'est quand on est face à des choses qu'on perçoit, qui sont tout d'un coup, qui sont totalement évidentes. Et c'est sans doute ça qu'on cherche à travers les projets. Je ne sais pas si nous on le dit c'est beau ou pas beau. À la limite, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en fait d'essayer de classifier. Mais par contre, il y a des choses qui sont évidentes pour tous. Et donc, du coup, d'une certaine façon, elles recèlent une forme de beauté en fait. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait être évident pour tous? Ben, ce que j'essaie d'expliquer donc dans un stade conceptuel, c'est quand on pense à un projet, enfin nous à l'agence on pense et puis on dessine relativement peu au début, on discute beaucoup et puis à un moment donné il y a des choses comme ça qui se mettent sur la table et puis la façon de composer ces différentes choses devient évidente entre la situation, le programme, enfin voilà tout ce qu'on est amené à manipuler et imaginer l'évidence, je pense que c'est Cisa qui parlait ça. Je pense que c'était assez bien dit en fait. Pour moi, ça pourrait être une forme de définition de la beauté. C'est comme on est. Voilà, on a beaucoup parlé de la discipline architecturale comme faisant partie du champ culturel, et je pense que c'est les moments d'émotion les plus forts qu'on a, notamment avec les maîtres d'ouvrage, c'est qu'à partir du moment où l'évidence qu'on essaie de mettre en place, elle est partagée et on sent dans le regard de l'autre qu'en fait cette chose-là est intégrée, en fait, comme vous disiez, par rapport aussi à des maîtres d'ouvrage qui, a priori, n'ont pas du tout ça en tête, ou en tout cas dans leur agenda. Au même titre que, tout d'un coup, l'idée qui acquiert une forme d'indépendance, parce que les composantes de l'idée sont posées justement, et que tout d'un coup, elles portent finalement le projet plus que les personnes qui l'ont fait naître, quoi. Oui, peut-être pour prendre un autre exemple et rebondir aussi sur le terme de matérialité que tu as utilisé dans ta question, enfin dans tes questions. Peut-être, en fait, il faut bien reconnaître qu'on essaye de proposer des expériences esthétiques. Une expérience esthétique de l'espace, c'est le contraire d'une architecture indigente qui n'en est pas une et qui est juste un container, quoi. Et je voulais utiliser l'exemple du funérarium de Thionville où il y a cette cour en béton très austère. Je doute que des gens la trouvent belle en fait. Un visiteur qui vient, qui est triste, il ne va pas se dire « Ah, j'ai vu un super truc aujourd'hui, c'était vraiment bien tendu, là, bien fait ». Il ne va pas se dire ça, mais il va vivre. Moi aussi, oui, je me dis c'est quand même pas évident à aborder. Non, mais d'ailleurs, il n'aura pas à le faire. C'est précisément ça que je veux dire. Il aura vécu une expérience esthétique. Et le fait que cette cour soit en béton coulé en place, ce qui a nécessité un certain effort et un effort qui est lisible dans la matérialité du projet, rend possible l'expérience esthétique qu'on propose. La même cour qui serait faite en papier peint ou qui serait en carrelage façon béton deviendrait d'une obscénité absolument sans borne. Donc ça renvoie un peu à cette idée d'une forme d'évidence ou de sincérité, mais qui n'est pas forcément lié à la beauté d'un matériau ou à son caractère noble ou à sa valeur intrinsèque. C'est plus lié à la précision en fait, des dispositifs dans lesquels il est mis en place. Et par exemple, cette cour en béton est, je crois, d'autant plus belle ou d'autant plus esthétiquement efficace qu'elle est dans une grosse boîte très moche. Ou en tout cas à peu près aussi indigente que les grosses boîtes qui sont autour. Donc c'est vraiment, ça n'aurait pas de sens de regarder cette cour intérieure comme une seule photo et de se demander si elle est belle ou moche en la sortant d'un dispositif complexe qui prend en compte tous les paramètres qu'on aura dû traiter d'usage principalement et de toutes ces références dont on a parlé. Donc c'est pour ça que c'est un mot un peu fuyant en fait, parce que il ne s'agit pas de le définir pour
soi, où il n'y a pas de beauté intrinsèque dont on aurait le secret. Il y a une pertinence d'un agencement esthétique qui fonctionne du fait de cette pertinence, du fait des interactions qu'il permet avec son spectateur. Et on voit bien que le mot spectateur est aussi inapproprié que le mot de beauté, mais c'est bien de ça dont on parle, quoi. C'est une beauté un peu du tout de la globalité aussi, c'est un peu de la cohérence, un peu comme... Mais parce qu'une expérience est toujours cohérente, en fait. Une expérience, c'est une expérience. C'est précisément un fait de l'architecture et peut-être aussi de la gastronomie que d'être une expérience. On ne peut pas sortir une expérience architecturale, on ne peut pas la mettre dans une boîte blanche comme on peut mettre une peinture ou une sculpture. L'expérience esthétique architecturale se vit à l'intérieur de cette expérience esthétique architecturale, y compris quand on est triste dans un funérarium ou quand on achète une baguette le matin en n'étant pas très réveillé dans une boulangerie. Donc moi je trouve que c'est ça la beauté qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est mettre en tension une situation totalement triviale et un espace qui permettent de vivre cette trivialité comme ayant plus de valeur que si elle en avait moins. Ça se mord un peu la queue, mais il n'y a pas de définition en creux de cette beauté, quoi. Il y a des ruses, des artifices, des techniques dont on a déjà parlé, mais qui ne sont jamais une garantie. Quand on travaille sur la médiathèque, le plan carré par exemple, le deuxième voilà. Le modèle, c'est la station-service, parce qu'on est au bord d'une route nationale. Donc la station-service n'est pas un idéal de beauté, a priori en tout cas. Ouais, ça dépend, parce que pour Aide-Rechat, c'en est un, par exemple. Voilà, tout à fait. Et puis là-dessus, on rajoute une géométrie un peu maniaque, avec un calpinage extrêmement rigoureux de tous les éléments. Et d'un coup, la bête tôle ondulée et la structure métallique de cette station-service revendique, je crois, une certaine beauté parce qu'elle n'est pas juste une station-service indigente que n'importe qui a fait n'importe comment. Elle est tenue par une exigence esthétique relativement récessive, relativement discrète. Mais l'idée n'est pas d'acheter un bâtiment préfabriqué, de le poser là et de se frotter les mains parce qu'on aura été très efficace et que c'est une sacrée bonne blague, ce qui serait terriblement cynique en fait. Il s'agit bien d'articuler des références qui parfois ne sont pas du tout nobles, comme ne sont pas nobles les matériaux, à une expérience esthétique circonstanciée en fait. Donc c'est un peu le pouvoir de l'architecture d'anoblir un objet sans cynisme, sans en faire... transcender même. Transcender. Et pour l'autre partie de la proposition, donc sur la mocheté, où donc la question, un bâtiment doit-il être moche pour être écolo, où on peut se dire que finalement, qu'il soit mis au service de l'écologie, c'est ça qui le rend beau, malgré tous ces ajouts qu'on imagine. Et donc je vous demandais, pour vous, à une époque où quand même... c'est un peu le sens du pamphlet de Ricciotti quand on décrypte, c'est le fait que l'architecture aussi est mobilisée au service de causes environnementales. Quelle place vous faites à ces dispositifs, à cette question dans vos projets, puisqu'on n'en a pas encore vraiment parlé, et j'imagine qu'elle existe comme partout. Elle existe évidemment, et on pourra en parler. Je trouve assez délirant de qualifier d'architecture de qualité comme ça, de fait, une architecture parce qu'elle est écologique. Je trouve délirant qu'on soit dans une période où la frugalité suffirait à légitimer une action architecturale. Je trouve qu'on... Je pense que c'est l'écueil du moralisme. Mais exactement. Il y a un moment, le bâtiment ne peut pas être beau simplement parce qu'il... ou beau de l'évidence dont parlait Adrien, simplement parce qu'il est construit en bois. Ou simplement parce qu'il a un bon bilan carbone. Parce que le fait qu'il ait un bon bilan carbone, c'est nécessaire.
à peu près autant que le fait qu'il ait des fondations et qu'il ne s'effondre pas. Donc de toute façon, on fait attention, de toute façon, on est performant, de toute façon, on construit proprement, de toute façon, on fait attention à la façon dont on utilise les matériaux, dont on est économe, dont on les agence, dont on équipe le bâtiment pour qu'il soit performant. De toute façon, je veux dire à peu près autant qu'il faut que le chiotte soit raccordé. Donc je ne vois pas en quoi il est possible de légitimer une action architecturale par la frugalité ou l'écologie. Parce qu'on ne peut pas faire autrement que de prendre en compte ces critères. Donc, sinon, on est totalement d'arrière-garde, ou on a raté la question de l'architecture. C'est un peu comme si on disait ce bâtiment est très beau parce qu'il est solide. Ben, s'il n'était pas solide, ce ne serait pas un bâtiment, ce serait une ruine. Donc de quoi parle-t-on, quoi? Il y a des belles ruines aussi. Tout à fait. Adrien, sur cette question? Oui, je suis aussi sceptique à cette idée que, en fait, tout d'un coup, on attribue une valeur qui serait une valeur prépondérante de l'architecture doit être écologique. Je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de question par rapport à ça. Enfin, après, c'est la façon dont on le fait qui est intéressante. Mais tout d'un coup, on a presque l'impression qu'il y a dans ce que vous disiez, qu'il y a une espèce de label comme ça qui serait ou qui ne serait pas, qui permettrait de tout d'un coup d'avoir une vertu morale là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui c'est ça, mais je pense que ça l'a toujours été. En fait, c'est un petit peu symptomatique, c'est de se dire qu'en fait maintenant on doit se le dire pour que ça puisse l'être. Le problème, c'est qu'on l'a oublié, je pense. J'ai l'impression. Peut-être on l'a oublié, puis on oublie aussi les problématiques qui étaient celles d'avant. On a un peu tendance à faire des anachronismes. Je me demandais dans votre travail si vous abordiez cette question de l'autonomie de l'architecture en fait, et à quelle fin en fait, parce pour lui retrouver un espace, une place dans une société où elle est quand même un peu débordée un peu partout, soit parce qu'elle devient mise au service de choses qui la dépassent, ou elle devient des objets de consommation aussi, puisqu'il y a beaucoup ça dans le... on voit que beaucoup de bâtiments, la ville, deviennent des produits financiers. Donc je voulais savoir pour vous si c'était une question pour vous, l'autonomie de l'architecture, et comment vous l'entendiez. Parce que c'est l'impression de me donner votre travail. Moi, j'ai l'impression que c'est deux choses totalement paradoxales. C'est d'un côté, l'architecture est autonome dans ses processus, dans son langage, comme la musique pourrait l'être, comme la peinture pourrait l'être. Pour moi, il n'y a pas vraiment une discussion. On ne fait pas de l'architecture comme on pourrait faire de la peinture, ou comme on pourrait faire de la philosophie, ou comme on pourrait faire autre chose. Ça, c'est assez clair, je pense, parce qu'elle est assez... c'est lié aussi à la tradition, la façon dont on le fait. Et puis en même temps, je pense que c'est pour ça qu'on fait l'architecture, c'est qu'elle a cette capacité à devenir extrêmement transversale dans les savoirs qu'elle va chercher. On parlait tout à l'heure de cette capacité qu'a l'architecture, et c'est pour ça que je reprenais la première citation là, de Bresson, que j'aime beaucoup, d'articuler en fait... moi, je pense beaucoup à l'architecture comme cette capacité d'articuler des choses bien plus que la chose en tant que telle. Et donc ça, la citation de Bresson, elle parle de ça, en fait, qui est finalement une attitude assez cinématographique. Hein. C'est l'art du montage, finalement, qui crée le cinéma. Et je pense que, du coup, il y a des choses qui se touchent comme ça avec d'autres disciplines, mais que, assez fondamentalement, on fait l'architecture avec des outils qui sont très, très différents d'autres types de disciplines. Mais ça n'empêche pas qu'on essaye toujours de pouvoir se dire que l'architecture, c'est plus que simplement construire des murs, des colonnes. Voilà. J'ai l'impression que ça se rapproche parfaitement de ce que je disais tout à l'heure sur la question de la beauté. Il y a la discipline, on est nécessairement inscrit dans une discipline, dans son histoire, et on est en tant qu'architecte cultivé de l'histoire de l'architecture. Et puis il y a l'idée de chercher à faire un fait culturel, qui est ce qu'on cherche et qui est intéressant dans ce qu'on cherche. On ne peut pas se défaire de la question de l'architecture, mais l'objectif est un peu déplacé. Et le fait culturel est précisément transversal, sinon ça n'est pas un fait culturel. Enfin, on a parlé
à peu près que de ça depuis qu'on est là. Le fait culturel n'est pas autonome. Le fait culturel existe s'il intéresse quelqu'un d'autre que la caste d'où il provient, même si cette caste existe, parce qu'on a effectivement des outils très spécifiques et qu'il en faut pour construire des bâtiments. Mais de la même manière que ce ne serait pas très intéressant de parler des logiciels qu'on utilise, ou si on a encore des crayons et des feuilles à l'agence, peut-être l'autonomie de la discipline n'est pas très intéressant, mais plutôt la manière dont on peut rompre cette autonomie pour déborder du cadre de la discipline et atteindre des gens qui ne savent même pas ce que c'est que de l'architecture et qui ne s'y intéressent pas et ne s'y intéresseront jamais. Ouais, ce qui est une attitude, j'ai l'impression, très positive et optimiste quant à la condition de l'architecture et quant à la possibilité de croire en le fait qu'on puisse continuer à en faire. Mais en fait, bon, il y a l'autonomie, c'est toujours par rapport à quelque chose, donc c'est pas être autonome seulement parce qu'on a un champ disciplinaire, mais ça pourrait aussi être autonome par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à une société qui rend en fait tous les bâtiments un peu marchands jetables, une société qui peut faire des bâtiments des objets de communication avant qu'elle pense à en faire des objets habités. Il peut y avoir des tas de raisons de cette autonomie. Donc et en ce sens-là, vos travaux, ça m'avait l'air aussi de restaurer un espace où l'architecture pouvait, par ses moyens, un peu exprimer et faire un peu des actions qu'elle a à faire, notamment un peu arrêter le temps, créer des lieux, créer des expériences. Mais c'est peut-être la différence entre la bonne et la mauvaise architecture, en fait, et on essaye plutôt d'en faire de la bonne, quoi. Enfin, je ne sais pas s'il y a un enjeu à se revendiquer de l'autonomie ou pas de l'architecture. Il y a un enjeu, par contre, à ce que nos propositions soient intelligibles et pertinentes. Et si parfois une dimension commerciale ou un usage commercial de l'image sert cette intelligibilité, et pourquoi pas. Enfin, il ne s'agit pas non plus de redresser le monde ou d'imaginer des lieux autonomes dans lesquels on pourrait être... Enfin, il n'y a pas de paradis perdu, quoi. C'est la question de la beauté qu'on va produire ne pourra exister que dans un monde tel qu'il est, c'est-à-dire un petit peu moche aussi, quoi. Enfin, vous prenez position un peu aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que vous faites pas, vous continuez pas ce qui est, vous tentez un peu une autre voie. Et là, on en revient un peu au début de la conversation où c'était l'éloge de la fuite, comme disait Laborie, ou les stratégies je ne sais plus comment ça s'appelait, de contre-pouvoir. Et qu'est-ce que ça peut apprendre aussi de ces façons de faire de l'architecture? Qu'est-ce qu'on a discuté un peu quand on préparait le débat. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre aux jeunes architectes aussi, et cette façon de I'd rather not to, enfin j'aimerais mieux ne pas, comment ça permet aussi de faire des choses finalement? Je pense que la manière dont on utilise la citation de Melville, elle est très très terre à terre. C'est nous ne préférions pas faire de la mauvaise architecture, en fait. Faire des bâtiments indigents comme il y en a partout. On préférerait ne pas faire ça. Et donc, comme on peut être assez facilement d'accord sur le fait qu'on ne préférerait pas faire ça, alors la question d'après, c'est comment on va faire pour ne pas faire ça? Et c'est là que toutes ces expériences, enfin, c'est l'appel de l'utilisation de l'archétype, l'attention aux différentes composantes de la situation entrent en jeu, comme on l'a dit, quoi. Mais c'est le point de départ, il est très simple, en fait, il n'est pas très intellectuel. Je préférerais ne pas faire l'architecture indigente qu'on voit partout, qu'elle soit d'ailleurs le fait d'architectes connus ou pas, en fait. C'est pas ça la question, mais ce que j'aurais envie de dire dans le cadre d'une dimension pédagogique ou didactique
de l'architecture, c'est sur quoi est-ce que vous allez vous appuyer pour qu'est-ce que vous allez attraper de la réalité dans laquelle vous allez intervenir pour préférer ne pas faire de l'architecture indigente. Et la question reste quand même assez ouverte parce que les situations le sont aussi. Je pense que c'est une question d'attitude, c'est peut-être pour ça qu'on fait des projets, c'est qu'en fait le projet est un espace de liberté. Et donc à partir du moment où on a mis ça comme donnée, comme clé d'entrée intangible, je veux dire, on est prêt à, voilà, on est prêt à imaginer. Et je pense qu'à un moment donné, comme on fait pas le projet seul, c'est sans doute ça le défi principal, c'est de faire pouvoir partager déjà juste cette pensée que le projet est un espace de liberté dans lequel chacun va pouvoir se projeter, d'abord les concepteurs et puis les occupants et puis etc. Mais c'est une donnée assez fondamentale. Alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, les gens sont plutôt sur scène ce soir. Quelqu'un veut poser une question ? Vraiment hyper intéressante et aussi dans son couple avec l'intensité, je trouve que ça se répond assez bien. Et peut-être que pour essayer de résumer votre attitude de travail, c'est en fait comment est-ce que vous réagissez à une fragilité. Est-ce que vous essayez de la conserver ou de la maintenir dans un état fixe? Est-ce que vous essayez de la renverser et de mettre un pansement? Ou est-ce que, à la manière d'un restaurateur, par exemple, vous maintenez dans un état et vous figez une situation? Voilà, comment est-ce que vous réagissez à une sorte de crise? Comment est-ce que vous vous positionnez face à ça, en fait? Je pense que c'est la réponse est dynamique, en fait. Face à la crise, par exemple, d'un funérarium dans une zone d'activité commerciale, il faut bien se dire qu'on ne va pas résorber la laideur de la zone commerciale en un seul bâtiment, ce serait totalement ridicule. Donc c'est trouver en fait dans cette situation complexe et particulièrement bancale les manières de négocier l'un et l'autre, négocier la laideur de l'environnement et la nécessité symbolique du bâtiment. Et là, en l'occurrence, la réponse, elle est assez littérale. Elles sont dos à dos, quoi. Donc dehors, c'est moche. Dedans, c'est beau, ou en tout cas efficace, intense. Et peut-être d'ailleurs, le fait que ce soit comme ça, dos à dos, sans compromis qu'on ne pourrait pas faire, rend d'autant plus moche l'extérieur, ce qui est une forme de commentaire, et d'autant plus intense l'intérieur, ce qui est une forme de proposition très, très positive. Très positive. Est-ce qu'il y avait une fragilité même de cette réponse? Un jour, on nous a demandé si les usagers de ce funérarium étaient heureux. Et j'ai répondu que je n'avais pas été faire de micro-trottoir à la sortie de la cérémonie. Donc oui, c'est fragile, mais comme n'importe quelle opération intellectuelle, on fait des hypothèses, on les construit et on les abandonne. Mais précisément, ce n'est pas un projet intellectuel, c'est un bâtiment. Donc la comparaison est un peu étrange. Ce qui est intellectuel, c'est de faire une proposition. Il faut oser faire une proposition, c'est pour ça que c'est un espace de liberté, c'est donc aussi un espace de danger. Est-ce qu'on peut mesurer scientifiquement les effets de nos hypothèses? Non. Est-ce qu'on peut accumuler une certaine peut-être expertise ou intelligence de la situation? Oui, parce qu'on a quand même des bribes de retour de nos clients, de nos pairs, de la critique. Enfin, on n'est pas. C'est pas parce qu'on abandonne le bâtiment à son usage et qu'on ira rarement l'utiliser comme usager
qui sort totalement du champ. Donc ma réponse est évidemment fragile. C'est comme le risque que tu prends à faire n'importe quelle hypothèse et n'importe quelle expérience. Je pense que dans toute situation, il y a des fragilités, mais dans toute situation, il y a aussi beaucoup de solidité. Enfin, peut-être que la question, c'est pas nécessairement travailler tout de suite sur les points de fragilité, mais prendre le temps de regarder quels sont les éléments plus structurants, plus stables. Et de temps en temps, dans les situations fragiles, ça prend du temps de juste voir ces choses-là. C'est plus facile de travailler dans si on reprend l'exemple des situations plus stables, des environnements plus clairs, plus évidents, etc. Et je pense que c'est sans doute une des grandes parts de ce qu'on essaie de faire. C'est finalement, à travers ces points de fragilité, d'aller chercher. Je pense que c'est très très rare de ne pas avoir de la qualité quelque part à un moment donné. La question, c'est de prendre le temps et d'avoir le regard pour voir cette qualité. Vous parliez beaucoup du coup de la question du dialogue avec le client, avec la maîtrise d'ouvrage et la manière dont vous arrivez à trouver un terrain d'entente pour faire progresser le projet, faire progresser votre vision. Mais je me demandais si vous aviez des expériences où ça n'a pas fonctionné et où il n'y a pas eu alors je ne sais pas si derrière le projet a perduré ou si justement ça s'est arrêté. Mais s'il y a des projets sur lesquels vous avez l'impression d'avoir fait trop de concessions qui allaient à l'encontre, en tout cas peut-être de votre vision, parce que derrière, vous n'avez pas réussi à trouver de langage commun un petit peu avec les personnes pour qui vous travaillez. Il y a des projets où on s'est fait virer, très clairement, parce qu'on n'a justement pas réussi à amener le maître d'ouvrage sur un terrain commun, où on a eu l'impression pendant les études que c'était le bon choix, que c'était pertinent, que ça allait marcher. Et puis quand vous présentez, en fait c'était beaucoup trop loin ou totalement à côté de ce qu'ils attendaient, qu'on n'a pas su lire, pas su voir. Alors ça n'est pas arrivé souvent, c'est très douloureux. Mais il y a un moment où ils perdent absolument confiance, parce que si vous avez des propositions suffisamment qui sont radicales en elles et qu'il n'y a pas grand-chose à récupérer ou à bouger si vous n'êtes pas d'accord, le risque c'est l'effondrement du projet, ce qui ne nous est pas arrivé, mais sinon c'est l'effondrement du client. Alors ça nous est vraiment peu arrivé, mais c'est arrivé qu'on nous dise en fait vous n'êtes pas les bons architectes, ça ne va pas marcher. On ne va pas vous payer, partez. Aussi simplement que ça. C'est évidemment un échec dont il est difficile a priori de connaître les raisons. A posteriori, on peut à nouveau se raconter, essayer de trouver les raisons de l'échec, de voir à quel endroit on s'est trompé dans la lecture de la situation dont on parlait au début. Ou se dire que c'est un con et qu'il n'a pas compris, mais ça annulerait tout ce qu'on a dit au début. Donc c'est juste que le maître d'ouvrage, il peut décider de dire je n'ai pas envie d'aller vers là. Et puis vous pouvez aussi décider de dire oui, mais si vous voulez m'emmener vers l'autre direction, là c'est nous qui allons pas. Parce que parfois le maître d'ouvrage, il connaît la direction dans laquelle il veut aller avant même de vous avoir posé la question, et il n'a aucune velléité à changer de sa direction. Et il ne vous l'a pas dit. Vous le découvrez une fois qu'il vous dit je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait le fait d'avoir présenté une possibilité a révélé pour lui ce qu'il pense, et ça marche surtout dans le privé, parce que comme disait Adrien, une maîtrise d'ouvrage public peut difficilement faire ça. Ça n'est pas son projet, mais un maître d'ouvrage privé, un promoteur immobilier qui fait du logement peut vous dire non, je ne voulais pas ça, ça ne se vendra pas, ça ne marchera pas, je ne veux pas ça, on va plutôt faire ça. Et là, il n'y a pas de terrain d'entente, nécessairement.
Il y a aussi des cas intermédiaires où le premier projet est un échec, en ce qu'on se rend compte au bout d'un certain temps qu'il n'y a pas justement de porosité culturelle. Et puis le deuxième projet, pour le coup, est construit sur les ruines du premier et réussi. C'est pas tout noir, tout blanc, mais ça aussi c'est assez rare en général quand tu arrives à saisir cette idée simple dont on parle, elle passe simplement. Tant mieux d'ailleurs. Mais ça rejoint un peu ce que disait Adrien sur la question du rapport de l'évidence à la beauté. Si c'est évident, ça va marcher. Et ce qui voudrait dire que quand on a raté et qu'on s'est fait virer, ben on avait vraiment raté, on n'avait pas trouvé l'évidence du projet. Et ce qui est une possibilité, ça peut arriver. Adrien, tes échecs. Nombreux, mais ça fait partie du processus. Donc voilà, je veux dire, on sait qu'il faut faire beaucoup de projets pour arriver à en construire quelques-uns. Et que quand on travaille dans la commande publique, on est même confronté à une dimension de concours. Donc il faut faire encore plus de concours pour de temps en temps avoir l'espoir d'en gagner un, et puis d'aller plus loin dans l'aventure. Et puis voilà, moi ce qui me frappe, c'est qu'en fait, on ne se rend pas toujours compte comme quoi les processus sont extrêmement fragiles par rapport à un produit qui, lui, est, en tout cas, on revendique une forme de permanence. Et il y a comme ça de temps en temps des choses qui sont qu'on ne cherche pas trop à comprendre, mais qui sont assez paradoxales. On parle de projet, et avec les duos, il y a toujours une installation qui est faite dans le half-pipe, que j'encourage les gens à aller voir. Et là, c'est assez déroutant parce qu'il n'y a rien. Alors, comment vous en êtes arrivé à rien ? On a beaucoup travaillé pour arriver à rien, déjà. Et c'est pas une blague. Déjà, on s'est posé la question de l'invitation un peu comme une commande, en fait. On se dit, pourquoi ne pas réagir comme un architecte, de se dire, on nous demande de faire quelque chose dans ce lieu-là, donc qu'est-ce que c'est ce lieu-là ? Et de façon assez directe, il y avait cet objet qui est l'objet scénographique qui nous était proposé pour pouvoir intervenir, donc il y a un half-pipe. Et on aimait assez bien cet objet-là, en se disant que ce qui était imaginé, c'était que chacune des agences interviendrait de part et d'autre du half-pipe. Donc on a assez rapidement convenu qu'en fait, plutôt que de travailler chacun de part et d'autre, on allait plutôt essayer de travailler ensemble. Donc ça, c'était le premier point de départ. Et puis après, on était très intrigués par la performance ou la non-performance de cet objet-là. Donc on a pris relativement littéralement l'objet ou le site du projet qui était ce half-pipe, en se disant, tiens, finalement, c'est quand même assez curieux parce qu'il n'a pas du tout été dessiné pour être pratiqué. Et donc, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on pourrait imaginer le rendre praticable ? Et on s'est dit, peut-être qu'une façon de le faire, c'est de rentrer dans la scénographie qui était proposée, de se dire, peut-être que l'ajout qu'on pourrait faire, c'est pas quelque chose de visible, c'est quelque chose d'invisible, qui permettrait d'évoquer en fait la pratique du half-pipe sans nécessairement la réaliser. Et c'est dans cette perspective-là qu'on arrivait à proposer une installation sonore, donc qui reproduit le bruit d'un skater sur un half-pipe sans nécessairement le montrer. Donc qui remet en jeu le dispositif scénographique qu'on a appelé un peu le site ou le programme du projet qui est proposé dans cet espace. Oui, peut-être, alors c'est un peu interprétatif, et puis je prolonge tout ce qu'on s'est dit au sujet de l'exposition, mais remettre ce half-pipe factice dans la réalité du champ culturel duquel il a été extrait, évidemment, ça prolonge un peu la discussion qu'on a eue et nos pratiques respectives, quoi. Finalement, la forme n'est pas tant intéressante que ce qu'elle permet, en l'occurrence ce qu'elle ne permet pas, et le son est une forme de commentaire de l'objet et
une ouverture de cet objet sur ce qu'il pourrait être, même s'il ne l'est pas, quoi. En tout cas, les prochains auront sans doute du mal, oui, on l'entend, là on peut l'entendre un peu, le skater fantôme. Et je pense que les prochains auront du mal à rien faire, puisque vous avez un peu pris la carte, vous avez déjà joué la carte. Hein. Oui, je pense que c'est à peu près pour ce soir, on va peut-être clôturer les débats. Et donc merci à tout le monde, merci à Francis Rambert pour son invitation, merci à l'équipe des duos, donc Christine Carboni, Martine Colombet, Anne Lagune, merci à Florian La Technique, merci Adrien Verschure, Mathias Roustan, Guillaume Ecli, Barbara Fischer d'être venus ce soir. On n'est pas très nombreux, donc ceux qui ne connaissent pas déjà les architectes vont pouvoir continuer à discuter avec eux autour d'un verre. Et merci, bonne soirée, et à une prochaine fois.